suite avec le pitch. Vous êtes prête ? Oui, tout à fait. Vous avez 1 minute chrono, c'est parti. Très bien. C'est un programme qui existe depuis 20 ans. Je n'ai pas vu le temps passer. Alors, il aborde les différentes thématiques de la fiscalité d'entreprise, liaison comptabilité-fiscalité, fiscalité de groupe, contrôle fiscal contentieux, impôts locaux, fiscalité patrimoniale, fiscalité internationale et restructuration d'entreprise. Par ailleurs, il est accessible au Bac plus 5 ou Bac plus 4 plus 3 ans d'expérience professionnelle ou bien Bac plus 4 avec dérogation. De par l'alternance, c'est-à-dire soit stage, soit contrat de professionnalisation, il se veut pratique, professionnel. D'ailleurs, les intervenants sont tous des professionnels en activité, pour certains issus des Big Four. Il donne accès, ce programme, au métier de fiscaliste, juriste fiscaliste d'entreprise ou spécialiste en droit fiscal pour ceux qui ont accès aux professions réglementées, avocats, notaires, experts comptables. C'est un métier d'avenir qui est en constante évolution. Actuellement, nous évoquons la digitalisation. Et c'est fini, c'est bien. On passe au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent ici. Allez la régie, on envoie la première question. Alors, comment le programme est à temps partiel? J'imagine qu'il se fait obligatoirement en alternance. Aidez-vous vos candidats à trouver un contrat pro? Alors, je peux répondre à ces questions puisque je suis en alternance. Et c'est vrai qu'il y a une aide fournie par l'école pour trouver des contrats en amont. On peut aussi trouver par soi-même, mais c'est aussi conseillé. Alors toi, tu es en alternance où ça? Je suis chez Engie Inno à La Défense, Paris La Défense. Et qu'est-ce que tu fais de beau à Engie? De la fiscalité, c'est-à-dire qu'on fait soit de la veille, des recherches, on répond à des consultations. Donc voilà, c'est assez large, on voit tous les types d'impôts. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'intégrer le master spécialisé? Alors j'étais en master 2 droit des affaires, aussi en alternance, mais dans le secteur bancaire. Et tu avais déjà touché à la fiscalité? Non, c'était vraiment ma première expérience en fiscalité. Et du coup, quand on intègre un MS et qu'on se retrouve ensuite en alternance, chez Engie dans ton cas, par rapport à la responsabilité qui pèse sur tes épaules dans tes missions, est-ce que ce sont des missions responsabilité, ce sont des petites missions? Comment on apprend en fait? J'ai un tuteur, une tutrice d'ailleurs en l'occurrence, et qui me donne des missions de manière crescendo, et donc on augmente en difficulté en fonction que le programme avance, que les cours avancent, donc on est assez accompagné, donc c'est très bien. C'est pas difficile? C'est un challenge. Donc c'est difficile? Oui, mais... Généralement quand on dit ça, c'est que c'est pas facile. Oui, mais c'est difficile parce que c'est matière nouvelle, mais avec les cours, tout rentre dans l'ordre. Et tout le monde est en alternance dans le master? Alternance, soit contrat pro, soit stage classique d'au moins 4 mois. Mais l'intérêt, c'est que vous êtes en stage toute la semaine et en cours le vendredi et le samedi matin. Ok. Et donc ça, qu'on soit sous contrat type stage ou sous contrat de type contrat pro, c'est le même rythme d'alternance? Oui, tout à fait. Quelle proportion de votre promo est en stage et quelle proportion est en alternance? Je dirais qu'il y a de plus en plus de contrats de professionnalisation parce que les entreprises sont très intéressées, ça se développe beaucoup. Je dirais actuellement probablement un petit peu plus de la moitié sont en contrat pro. Plus de la moitié. Il y a une réelle évolution et on a de plus en plus d'offres. Et l'intérêt, c'est que les candidats qui quittent leur contrat pro, les promotions suivantes prennent les contrats pro, à condition bien sûr qu'ils soient retenus. Mais donc on a une base de données de contrats pro qui est intéressante et qui s'élargit tous les ans. Alors justement, votre base de données, on les trouve dans quelles entreprises, vos contrats pro? Alors, Engie, Danone, LVMH, Transdev, SNCF, Nissan, Natixis, beaucoup de grands groupes. Il n'y a pas de grands favoris, il n'y a pas des grands classiques chez qui vous envoyez des étudiants? Après, il y a beaucoup, mais là, pas forcément. Si, il y a aussi des contrats pro, mais dans les Big Four. Il y en a qui sont chez Tage, Fidal, Price, enfin toutes les... C'est vrai qu'il y a des traditions comme ça, que ce soit avec Transdev ou LVMH, d'année en année, ça se retransmet comme ça. Ça se retransmet, oui. Ok. Et quand on veut faire le master, est-ce qu'il faut venir avec déjà un contrat pro en poche? Est-ce que c'est bien vu? Alors, il y en a qui arrivent avec leur contrat pro, mais il y a aussi l'école qui est très active et elle fait une sorte de job dating. D'ailleurs, il faut candidater assez tôt puisque les places sont prises au fur et à mesure. Il y a des actions de job dating au mois de mai en général pour la rentrée du mois d'octobre. Ok. Toi, tu l'as fait le job dating? Non, je n'ai pas fait parce que j'étais à distance, mais c'est vrai que c'est bien
de postuler en avance afin de bien gérer son année, trouver l'alternance, le logement. Et moi, je l'ai fait un peu tard, mais je pense que c'est beaucoup mieux. On gagne en sérénité de faire ça en amont. Ah oui, tu n'étais pas serein. Je n'étais pas serein parce que j'avais beaucoup de choses le logement, l'entreprise que j'ai trouvée par moi-même, donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors que si j'avais fait ça en amont, j'aurais été encore plus aidé par l'école et ça aurait été beaucoup plus simple. Ok. Je vous laisse passer à la deuxième question. Alors, est-il possible de faire ce programme à Paris ? Écoutez, non, pour l'instant, le programme est à Lille, mais je dois dire qu'il est vraiment bien situé, puisque l'école est située entre les deux gares, Lille-Europe et Lille-Flandre. C'est à 1 heure de Paris. Et donc, je dirais qu'actuellement, il y a plus de 60 à 70% d'auditeurs qui sont hors région du Nord, qui se basent à Paris sinon s'ils viennent de provinces plus lointaines. Mais voilà, on ne fait plus attention de savoir si on est à Paris ou à Lille, c'est tout à fait souple, tout à fait faisable. Et si on veut rester dans la région parisienne, est-ce qu'il est possible de faire son alternance en région parisienne ? Tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs le cas de pas mal d'auditeurs actuellement. Ouais. Ouais. Toi, c'est ton cas ? D'ailleurs, ouais. Ouais. J'habite à Paris et mon alternance est à Paris La Défense. Ok, et donc tu fais l'aller-retour dans l'autre sens en fait, pour aller suivre les cours. C'est ça. Ouais. Ça se fait bien, ça ? Ça se fait bien parce que finalement 50 minutes en train, parfois de Paris à la banlieue parisienne, c'est parfois plus long, donc ça se fait bien. L'école est juste à côté de la gare, donc c'est très facile. Ok. Allez-y, je vous en prie. Alors, quelle est la moyenne d'âge dans vos promotions ? Je pense que c'est variable, mais ça doit être entre... la moyenne d'âge doit être de 25 ans, je pense. Okay. Avec 22, peut-être 30. Un petit peu plus quelquefois, puisque nous avons aussi des gens qui suivent la formation en exécutive, c'est-à-dire ce sont des professionnels qui peuvent avoir, j'ai déjà eu des auditeurs qui avaient 50 ans. Donc il faut monter un peu la moyenne. Les professionnels, voilà. Nous avons en général 3 ou 4 professionnels qui peuvent avoir entre 30 et 40 ans. Ouais. Ok. Et le plus jeune ou la plus jeune Là, je crois qu'il y a 23. Là, je crois. 23, oui, parce que c'est bac plus 4 ou bac plus... bac plus 4, c'est ça. Ok. Oui. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'expérience professionnelle pour intégrer le master. On peut le faire directement après un master 2 ? Oui. Et justement, cette expérience professionnelle, on essaie de la donner en même temps. Je dirais, c'est un peu un accélérateur de carrière. La manière dont la formation est organisée. Et du coup, comment on va faire pour vous démontrer son intérêt pour la gestion fiscale sans avoir d'expérience professionnelle dans ce secteur-là ? Alors moi, je le vois déjà dans le dossier. Je le vois si les gens, d'abord s'ils ont suivi une spécialité fiscale, même pas forcément. Mais après, je vois s'il y a eu des stages précédemment. Et s'il n'y a pas eu, vraiment l'entretien de motivation, il y a un entretien de sélection, mais c'est à la fois des petites questions techniques pour situer le niveau d'origine, et ensuite un entretien de motivation. Et vraiment, l'essentiel, c'est que les gens soient très motivés et aient envie d'exercer le métier dans cette branche. Et donc, quand vous dites des petites questions techniques, ça peut être quoi ? C'est juste pour situer Vous pouvez me donner un exemple ? Le niveau de compétence. Une question classique, c'est je suis avocat, je vous envoie une note d'honoraire, à quel moment je vais collecter la TVA ? Ou alors, ma deuxième question favorite, c'est, après il va falloir que je les change pour les prochaines sessions, c'est vous regardez un bilan, de quel côté est le résultat ? Donc si vous voulez, le candidat qui me dit « oui, je fais de la comptabilité, je suis très fort », bien là, je situe. Alors après, ça me permet de dire au candidat, mais écoutez, là, il me semble que vous avez un peu de lacunes, donc il y a une période de révision, il y a des ouvrages de référence, il va falloir que vous mettiez à temps votre temps libre pour vous mettre plus à niveau. Et cette mise à niveau peut même avoir lieu entre l'entretien de sélection et puis la rentrée qui a lieu en octobre. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément rédhibitoire, on peut ne pas savoir répondre à vos questions techniques. Tant qu'on n'a pas dit qu'on était le meilleur du monde en compta, tant qu'on ne vous a pas menti avant, ça passe. Quoi. Voilà, oui. Mais ce qui compte, c'est la motivation. Voilà. Je trouve que quand les gens sont motivés et qui sont conscients de l'effort qu'ils doivent faire pour cette mise à niveau, ça se passe bien. Quel type de profil on trouve dans ta promotion ? On va avoir des personnes qui ont eu une formation financière, donc tout ce qui est DCG en comptabilité, et aussi des personnes qui ont un parcours juridique, comme ce qui est mon cas, avec une licence en droit, un master en droit et un master 2 en droit. Ok. Donc, uniquement ces deux types de profils. Il peut y avoir aussi des personnes qui viennent de Sciences Po, qui viennent du programme Grande École, de Schema. Mais c'est vrai que majoritairement, c'est souvent... Des juristes et des comptables. Voilà, financiers. Ok. Je vous laisse prendre la question suivante. Entre le nombre d'admis et le nombre de candidats, quel est le ratio ? Merci. Alors, je dirais, il y a
pas tant une grande différence que ça, parce que je pense que les gens se sélectionnent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait remplir un dossier tout à fait complet sur le parcours, et en consultant les informations qui sont sur le site, les gens voient si c'est une formation pour eux-mêmes. Donc finalement, il n'y a pas un taux, je dirais, allez, on va peut-être admettre 60% des candidats. Ok. Puisqu'en fait, les gens que je ne retiens pas, c'est des gens dont je sens que manifestement, ils se trompent, ils n'ont pas la motivation, ou c'est pas exactement ça qu'ils viennent chercher. Et vous avez des promotions de combien, pardon? Alors actuellement, nous sommes 27. 27. Voilà, c'est entre 15 et 30, 35, ça dépend des années. Et quand on envoie son dossier de candidature, est-ce qu'on est sûr d'aller jusqu'à l'entretien avec vous? Ou est-ce que vous faites déjà un premier écrémage par rapport au dossier? Écoutez, l'écrémage, il a juste lieu sur les conditions de diplomation initiale, Ok. en fait. Sinon, non. En général, le service admission m'envoie les dossiers que j'examine tout à fait attentivement. Il y a beaucoup d'éléments à donner. Et il est rare que je dise, non, ça ne va pas être possible, vraiment. Parce que les gens se sélectionnent par eux-mêmes. Ils choisissent par eux-mêmes et voilà. Et tu avais un petit peu de stress pour l'entretien d'admission au moment de le passer? Oui, on a toujours une appréhension. Après, Madame de Fouché m'a mis à l'aise, mais c'est toujours stressant un entretien comme en entreprise. C'est toujours stressant. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner du coup à ceux qui vont le passer? Comme en entreprise, il faut quand même préparer un minimum ce qu'on va dire afin de convaincre l'interlocuteur. Et du coup, comment on prépare? Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Qu'est-ce que toi tu avais mis en avant Ce par que exemple? j'avais mis en avant, moi, c'était mon expérience professionnelle. Enfin, j'avais fait des stages dans ce domaine, j'ai écrit un mémoire dans ce domaine, j'ai assisté à des colloques et donc, du coup, j'ai montré mon intérêt pour cette formation et cette spécialité. Ok, donc avec un mémoire, des stages et des colloques, oui, en effet, toi, tu étais plutôt bardé d'arguments. Oui, mais on peut en avoir un peu moins. Il y a toujours quelque chose, je pense, dans chacun qui peut... Le niveau en langue. Justement, pour quelqu'un, alors vous disiez tout à l'heure, la motivation compte beaucoup, mais quelqu'un qui n'a aucune expérience dans ce domaine-là, comment il peut vous prouver sa motivation? Il faut qu'il montre son intérêt pour le métier, ou même pourquoi il veut faire ça. Mais ça peut être un intérêt, c'est très varié, c'est très évolutif. Mais par exemple, si vous venez en disant je viens parce que c'est un métier qui est porteur, juste parce que je ne sais pas quoi faire et je vais là parce qu'il y a du boulot, c'est pas suffisant parce que c'est une matière qui est quand même exigeante, un métier exigeant. Il faut un réel intérêt, je dirais presque une passion. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens qui sortent passionnés de ce qu'ils ont fait dans l'année et de leur futur métier. Ça paraît un peu paradoxal quand on parle de fiscalité, parce que ça fait un peu fuir les gens, mais pas du tout. En fait, je ne sais pas, vous allez rediscuter, Paul pourra vous le confirmer, mais nous, on veut faire des passionnés, des gens très motivés. Et c'est vrai qu'à l'origine, quand je ne sens pas ça lors de l'entretien, voilà. Ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Et donc, on peut sortir passionné de fiscalité, c'est vrai ça? Oui, parce que finalement, on est passionné par l'entreprise, le conseil en entreprise, comment jouer avec la norme, enfin voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, dans le droit fiscal. Et donc, tu es passionné maintenant? Oui, je suis passionné, je l'étais déjà avant. Ah, tu étais déjà avant, c'est pour ça. Je vous laisse passer à la question suivante. Alors, demandez-vous le GMAT ou le TAJMAJ? Alors, à ma connaissance, non. On est éventuellement sur le TOEIC, en supplément si nécessaire, mais ça, je pense, c'est plus pour les programmes grande école. Ok, donc pas de GMAT, pas de TAJMAJ? Non, pas obligatoire. Il y en a qui l'ont. Je regarde le résultat. C'est pas facile d'avoir un bon résultat. Donc, si le résultat est bon, je me dis c'est un plus, mais c'est pas un moins. Non. Quoi. Non. Et pour ce qui est du TOEFL, TOEIC, est-ce que c'est plus important dans ce cas-là? Écoutez, on regarde les niveaux. Nous, le niveau de langue qu'on a, on a un cours qui est en anglais. Et sinon, je dis toujours aux étudiants, l'anglais, c'est comme le permis de conduire, vous devez le savoir. Vous devez, dans les métiers que vous exercerez, vous aurez toujours des communications en anglais. Vous aurez toujours à travailler sur des documents en anglais. C'est une langue de communication. D'ailleurs, en fiscalité internationale, ils travaillent sur des documents en anglais. Et bon, voilà. Mais c'est pas rédhibitoire si j'ai pas passé 6 mois de ma vie dans un pays anglophone. C'est mieux par contre plus tard pour trouver un job, c'est plus facile. Les entretiens dans les Big Four notamment se font en anglais. C'est toujours mieux d'avoir cette corde-là à son arc. Ok, alors on va faire une petite pause dans les questions et on passe aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme et à chaque mot, un argument. C'est à vous. Alors, le premier, je dirais professionnel, parce que beaucoup de mes camarades sont en alternance et parce que la majorité de nos enseignants sont des professionnels. Très bien. Votre deuxième mot?
Diversité, je voulais parler de la diversité d'origine des étudiants, puisque la fiscalité, c'est la rencontre entre le chiffre et le droit. Et puis, diversité d'origine géographique aussi, puisque nous avons quelquefois des nationalités étrangères, chinois, américains, etc. Donc ça donne un intérêt. Et puis diversité aussi d'origine professionnelle des intervenants. Voilà. Okay. Puisque nous avons avocats, experts comptables, administration fiscale, notaires et administrateurs de société. Très bien. Et votre troisième et dernier mot? Alors c'est responsable. Alors responsable, je dirais fiscalement responsable. En fait, la formation enseigne les bonnes pratiques, pas du tout la fraude, les bonnes pratiques, comment respecter la réglementation tout en optimisant. Et c'est là toute la problématique. Très bien, moi je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. En attendant, je vous laisse passer à la première question. Alors, comment vous différenciez-vous par rapport au programme de Dauphine ou Assas? Alors, c'est vrai que je connais un peu parce que j'ai fait un colloque là-bas, mais je pense que chez Dauphine, Assas, c'est plus des juristes uniquement. On va pas avoir moins cette diversité des étudiants. Et on est en école de commerce, donc forcément, je bénéficie du réseau Schema et aussi des moyens de l'école. Donc, c'est une différence par rapport aux facultés de droit, finalement. Tu t'étais renseigné sur ces programmes-là au moment de faire ton choix de programme? Non, pas vraiment, parce que j'avais déjà un Master 2 et j'hésitais entre rentrer directement sur le marché de l'emploi et directement ou faire ce programme. Mais du coup, j'ai choisi directement Schema. Et pourquoi? Pour quelle raison précise? Parce que finalement, je voulais quand même avoir le côté, le label école de commerce. Parce que comme c'est les grandes écoles, et je voulais quand même avoir ce label-là, comme j'ai déjà un diplôme en droit. Alors que là, si je pourrais encore faire un diplôme en droit, que j'en ai déjà un autre, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais... Ok. Et ça sert d'avoir le label école de commerce sur son CV? Je crois que les recruteurs aiment beaucoup avoir cette double culture. Et en fait, nous, c'est une formation de droit dans une école de commerce. Et ce qui est très bien, c'est qu'on essaie de développer leur communication écrite, communication orale, comment chercher, comment s'orienter. L'école met à disposition tout ce qui concerne les recherches d'emploi, etc. Et puis, on essaye, nous, les intervenants, dans nos enseignements, à chaque fois d'ouvrir sur les autres domaines de gestion de l'entreprise. Voilà, c'est ça qu'on essaye vraiment de faire, de sortir de l'académique et de professionnaliser au maximum. Et le fait de ne pas avoir que des juristes dans la promotion, tu disais, bon, c'est mieux, mais pourquoi c'est mieux? C'est mieux parce qu'on va avoir des enseignements en comptabilité, et même pour les révisions, c'est quand même bien d'avoir un collègue qui a une formation comptable, donc il y a quand même un échange entre camarades, et c'est ça qui est bien finalement. Ok. Et vous, en quoi vous positionnez votre master spécialisé différemment des programmes concurrents, alors Dauphine ou Assas par exemple? Bah écoutez, justement, c'est aussi avec cette double origine des auditeurs, puisque je dis, bon, les formations comptables, ils sont dans les chiffres et ils n'arrivent pas à conceptualiser. Au contraire, les juristes, ils font que conceptualiser, mais quand je leur dis à la fin, vous en avez pour combien? Ils ne savent pas. Et je dis, c'est ça, un chef d'entreprise, une entreprise a besoin de, il faut raisonner avec des principes, mais au final, combien ça va me coûter, quelle stratégie, etc. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'en université, il y a aussi de beaux parcours. Mais nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment d'accélérer pour être le plus employable possible, le plus concret possible dans les enseignements. Ok, très bien. Voilà. Je vous laisse passer à la question suivante. Sur quels sujets peuvent porter la thèse professionnelle? Alors, il y a des sujets tout à fait récurrents, mais qui évoluent, puisque la législation évolue. Alors, il y a beaucoup de sujets liés, par exemple, à la législation sur les prix de transfert. En fait, cette thèse professionnelle, on veut que les auditeurs développent une problématique. Et on ne veut pas lire ce qu'on lit partout. C'est pas une synthèse? Non, pas du tout. C'est pas un catalogue. Alors, par exemple... on avait eu un très beau travail fait sur la fiscalité de l'éolien, donc, qui regroupait beaucoup de données, etc. On a des thèses régulièrement sur l'attraction de telle ou telle fiscalité étrangère, sur la problématique de la fiscalité des multinationales, des questions patrimoniales, des questions liées, alors beaucoup sur la fraude fiscale. Récemment, beaucoup de problématiques par rapport à ça. Et ce sont les étudiants qui choisissent leur sujet de thèse? Oui, ils choisissent leur sujet de thèse. La thèse se fait en binôme. Ce sujet est validé. Et ensuite, ils ont un superviseur qui les suit pendant tout le processus. En binôme, c'est-à-dire qu'on fait une thèse à deux, c'est ça? Oui. C'est plutôt original, ça? Eh bien, c'est aussi parce que l'école veut favoriser le travail en groupe
et même le travail à distance, puisque les gens ne sont pas forcément aux mêmes endroits. Et puis aussi, ce qu'on veut, c'est que si ça ne fonctionne pas trop, il faut quand même que la thèse soit rendue. Et c'est ça aussi qu'on veut apprendre aux auditeurs, puisque c'est une situation qui peut se passer aussi en réalité. C'est-à-dire que si je suis avec quelqu'un qui ne travaille pas trop et que c'est moi qui fais tout le travail, il faut quand même que je rende le bébé à la fin. Il faut quand même, il faut quand même s'en sortir. Alors, il y a une note pour l'écrit qui est commune, mais à l'oral, la note est différenciée. C'est là où, justement, celui qui a moins travaillé pourra se faire pénaliser. Ok. Tu travailles sur quoi, toi, par exemple? Alors là, on est en réflexion du sujet. J'ai déjà trouvé mon binôme, mais pour l'instant, on va voir un sujet sur la fiscalité des entreprises, mais on réfléchit encore sur l'angle. C'est ça. Alors, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Du coup, Paul, tu vas laisser ta place à Vincent, qui est un de tes camarades de promo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et Brigitte, je vais vous laisser passer à la prochaine question. Bien. Avec quel cabinet avez-vous des partenariats? Écoutez, on a dans les intervenants, nous avons des gens qui sont de EY, Fidal et PwC. Okay. Ensuite, ce sont des partenaires implicites. Nous avons régulièrement des candidats qui vont en stage chez Francis Lefebvre, chez Tage. Et okay. Ensuite, il y a des embauches ou chez KPMG. Et on a beaucoup d'accès avec le Luxembourg. On a beaucoup de recruteurs des Big Four qui viennent démarcher nos candidats et qui sont très intéressés par le profil de nos candidats. Notamment cet aspect école de commerce et formation juridique. Et il y a beaucoup de possibilités de carrière avec le Luxembourg. Si on regarde sur une promotion, quelle est la proportion de vos diplômés qui vont travailler au Luxembourg à l'issue du master? Alors, il est arrivé des années où un quart, mais c'était des années un peu, bon, je dirais peut-être entre 10 et 20%, mais c'est pas mal. Ok. C'est pas mal. Alors, nous a rejoint Vincent Le Paul. Bonjour. Bonjour. Donc toi aussi, tu es étudiant, tu es dans la promotion de Paul qui était avec nous juste avant. Oui, tout à fait. En quelques mots, ton parcours à toi? J'ai un parcours classique en université. J'ai effectué toutes mes études à Tours jusqu'à un master 2 de droit des affaires en apprentissage. J'étais dans l'administration fiscale et donc j'avais déjà pour projet de me spécialiser en droit fiscal par la suite. Et du coup, j'ai rejoint le master spécialisé expert en gestion fiscale de l'entreprise, sachant que j'ai réussi le CRFPA et que j'avais repoussé mon entrée d'1 an exprès pour me spécialiser. Et donc, c'est chose faite. C'est chose faite, très bien. Enfin, c'est en cours. C'est en cours. Je te laisse prendre la première question. Au-delà du temps passé en alternance, peut-on travailler sur des projets pour le compte d'autres entreprises pendant les journées de cours? Eh bien, je répondrai négativement, car pendant les journées de cours, les journées sont très intenses. En fait, le rythme est le suivant. Chaque semaine, nous avons si nous sommes en alternance, c'est du lundi au jeudi en entreprise. Et après, nous avons cours du vendredi au samedi matin. Et le vendredi, par exemple, nous avons cours de 8h jusqu'à 21h. Donc, dans ces conditions, c'est quelque peu difficile de travailler pour le compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas de projet de groupe en cours, en fait. Si. Ah, j'avais compris. Si. Non, mais on ne peut pas travailler en plus du master spécialisé, on ne peut pas avoir de petits boulots, c'est ça que tu dis? Oui, ça voilà. Oui, parce que c'est bien pour le compte d'autres entreprises. Mais sinon, c'est que des cas d'entreprise. D'ailleurs, moi, ça m'arrive je suis avocat fiscaliste par ailleurs, ça m'arrive de donner des dossiers qu'on rend anonymes, de les faire travailler ou sur des jurisprudences qu'on a obtenues. Ils font des exposés, ils font des exposés en groupe, toujours cette idée de travailler en groupe à distance pour développer ses compétences aussi. Et donc on travaille que sur des cas réels, mais ils ne peuvent pas faire un petit boulot et avancer en fiscalité à l'extérieur. C'est trop prenant. Les cas réels que vous leur donnez, ce sont des cas pour s'entraîner, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de rendu, il n'y a pas de deadline par rapport à une entreprise qui viendrait leur donner du travail dans le cadre du master. Non, mais vraiment on prend, moi ça m'est arrivé plusieurs fois et les autres intervenants le font, on prend des cas du cabinet et on leur soumet. Par contre, si cet aspect-là peut être vu dans le cadre de la thèse professionnelle, parce que quelquefois, les salariés en entreprise ou ceux qui sont en contrat pro choisissent une problématique qui est directement posée dans l'entreprise où ils sont. Et à ce moment-là, il peut y avoir une confidentialité qui s'organise, et là, ça a lieu dans ce cas-là. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Ok. Le côté pratico-pratique des cours par rapport à ta période. Alors toi, tu es en alternance dans quelle entreprise? Chez Danone. Chez Danone.
Ok, dans tes missions, les missions qui te sont confiées chez Danone, est-ce que tu retrouves un peu ça aussi dans les cours? Est-ce que le lien se fait bien entre le côté pratico-pratique des cours et la mission en entreprise? Oui, par exemple, dans le sens entreprise, cours, cela m'a beaucoup servi. Par exemple, sur le taux effectif en français, je cherchais parce que je l'avais vu en anglais, le taux effectif d'imposition, je l'avais vu en entreprise. Et du coup, lorsque je l'ai abordé en cours, j'étais déjà familiarisé et je pouvais participer facilement, échanger avec le professeur. Et sinon, l'inverse aussi est vrai, puisque les cours sont dispensés par des professionnels. Et donc, par exemple, Madame de Fouché, qui est avocat, nous raconte, comme d'autres intervenants, des anecdotes. Et cela, par exemple, peut beaucoup servir. Et j'avais écouté attentivement l'une de ces anecdotes et cela m'avait servi en entreprise par la suite. J'avais pu dire, ah bah oui, il faut procéder ainsi. Tu avais réutilisé l'anecdote de Madame de Fouché. Très, très utilement, oui. Très bien. Je laisse passer à la question suivante. Est-ce difficile de tenir le rythme? Ah, bon, c'est bon. Cours le samedi matin, entre parenthèses. Cours le samedi matin. Lorsque l'on est en alternance, que l'on commence déjà, oui, le rythme est quand même très intense par rapport à ce que j'ai pu connaître l'an dernier, par exemple, où c'était 2 semaines à l'université et 2 semaines en entreprise. Là, être en entreprise du lundi au jeudi, puis enchaîner avec les cours à Lille. Donc le vendredi matin, par exemple, je me lève très tôt, vers 5 heures, pour prendre le train, comme la plupart des gens de la promotion. Toi aussi, tu es basé à Paris? Oui. Au 17, boulevard Haussmann, juste à côté. Et oui, donc c'est très intense. Et après, le samedi matin, se lever pour aller en cours à 8 heures, il faut être motivé, vraiment. Si l'on choisit cette formation, c'est pour travailler, c'est car l'on veut vraiment se spécialiser, ce n'est pas... Mais en fait, j'ai l'habitude de dire, je développe vos capacités de travail pour la suite, parce que le métier que vous avez choisi, c'est un métier qui est passionnant, exigeant. Et je suis tout à fait consciente du rythme, mais justement, quand vous allez arriver en entreprise, ce rythme de travail intense, vous l'aurez, et puis plus c'est intense, plus vous allez développer vos capacités. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et vous avez des abandons parfois, des gens qui craquent? Non. Non? Non. On a des gens, à la fin de l'année, ils sont fatigués. Puis en plus, il y en a qui, parler du cursus d'avocat, il y en a qui ensuite passent le concours d'avocat. Il y en a qui l'ont avant, mais il y en a qui le passent après. Donc ils quittent, ils ont la thèse professionnelle et ensuite il faut qu'ils enchaînent. Mais les gens passionnés, motivés, ça se passe bien. Je vous dis, ça fait 20 ans qu'on tourne comme ça et non, j'ai pas d'abandon. Depuis 20 ans. Ok. Je vous laisse passer à la question suivante. Bonjour, je suis diplômé d'un master de gestion de l'université Paris 1. J'aimerais en savoir plus sur le niveau requis en mathématiques et avec les chiffres de manière générale. Merci. Le niveau en mathématiques, eh bien, il faut maîtriser un minimum les chiffres, mais bon, ce n'est pas un master spécialisé en mathématiques, donc le niveau s'acquiert très rapidement, très facilement. Est-ce que déjà, au niveau du master de gestion, est-ce que c'est un profil qui peut vous intéresser ou est-ce que c'est un peu trop éloigné du droit? Alors, master de gestion, je vais regarder justement dans son CV, et puis on a quelquefois les bulletins de notes dans les dossiers, donc on voit les matières. Je vais regarder, je serais intéressée s'il a fait de la comptabilité d'entreprise, parce que ça, c'est très important pour le métier. Je vais regarder s'il a fait gestion, est-ce que c'est compte à gestion? Ça veut dire qu'il sait manier les chiffres. Oui, a priori. Voilà. Après, nous, on n'a pas de niveau en mathématiques, il faut juste savoir faire des pourcentages, des additions. Et je crois qu'il y a une compétence qui est de plus en plus importante, c'est Excel. En informatique, puisque dans les entreprises, il faut gérer des tableaux, enfin dans les grands groupes, etc., il faut gérer des tableaux, des bases de données. Et je crois qu'on demande de plus en plus aux candidats des compétences au niveau d'Excel. Je peux le confirmer. Assez poussées. C'est-à-dire que si moi, je n'ai pas encore beaucoup utilisé Excel dans mon parcours, là, ça peut poser problème pour l'admission dans le master? Ça peut toujours... dans le master en soi, non, mais... en entreprise, oui. On faut voit, maîtriser un minimum. Et d'ailleurs, ce que j'observe dans la formation, et on est en train d'essayer de vouloir s'adapter, c'est la digitalisation du métier. C'est-à-dire que c'est un métier nouveau, même y compris pour les avocats fiscalistes, c'est que digitalisation du contrôle fiscal, digitalisation de la transmission des données à l'administration fiscale, digitalisation de tout. Et maintenant, il faut être aussi bon en informatique,
c'est tout ça, toutes ces compétences, et on réfléchit à l'évolution de notre programme pour suivre cette tendance. C'est-à-dire que vous pensez introduire des cours d'Excel, par exemple? Comment on utilise Pour l'instant, on ne le Excel? fait pas, mais des auditeurs m'ont dit, mais il faut que je sois fort en Excel. Voilà. Ok. Alors, oui, je pense que c'est deux choses auxquelles on pense pour la suite. Très bien. Alors, on va continuer dans un sujet sérieux puisqu'on passe à la question experte. La question experte, je vous laisse la lire. Que signifie le terme fiscalement responsable repéré sur votre site? C'était un de vos 3 mots en plus. Oui. Bah oui. Parce que quand on a créé cette formation, notre première démarche a été de rencontrer la direction régionale des impôts à Lille pour dire, ben voilà, il n'y a pas de formation de ce type-là au nord de Paris. Donc voilà, on veut faire ça, mais est-ce que vous pourriez nous envoyer aussi des intervenants, puisqu'on veut que les candidats, les auditeurs, aient les deux côtés du métier. Et donc ça s'est fait très facilement, puisqu'on a toujours dans la formation des gens de l'administration fiscale qui viennent, voilà. Et ça se fait en parfaite intelligence, c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où vous apprendrez à frauder, pas du tout. C'est un endroit où on vous dit, ben voilà la loi, elle est compliquée à interpréter, etc. Voilà les difficultés. Voilà ce qu'il faut faire pour être dans les clous, mais tout le monde a le droit d'optimiser ses impôts. Actuellement, c'est compliqué parce que y a l'optimisation, puis après l'évasion fiscale et après la fraude fiscale et la frontière, et voilà. Mais nous, on a un discours, écoutez, dans une entreprise, on fait les choses comme elles doivent être faites, on fait les déclarations en temps et en heure, on ne fait pas n'importe quoi, voilà ce qu'il faut faire. Sinon, après, tout ce qui est fraude, voilà ce qui va vous arriver. C'est en ça que, vraiment, les bonnes pratiques. C'est-à-dire que vous leur dites, alors voilà ce qu'il faut faire, si vous fraudez, voilà ce qui va vous arriver. Oui. Mais c'est pas des cours de morale, c'est pas des cours de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est légal, ça c'est pas légal. Non. D'ailleurs, on discute beaucoup de cette problématique qui se pose actuellement sur la fiscalité des GAFA, etc., puisque finalement c'est légal, mais c'est moralement, certains sont choqués des effets que ça a sur les ressources fiscales des différents pays. C'est des problématiques dont on discute. Et vous n'avez pas de réponse à leur apporter sur ça, par exemple? Non, mais je dis, mais nous, on vous enseigne à respecter la loi. Et la loi, tant qu'elle est comme ça, mais si on la respecte, voilà. Dit autrement, on ne nous apprend pas à frauder. Non. Ok. Oui, j'espère bien quand même. Vous auriez des petits soucis avec l'administration fiscale. Est-ce que toi, c'était important dans le choix de ton master, ce côté respect de la loi, fiscalement responsable, ou est-ce que c'est juste quelque chose, voilà, c'est évident, c'est là, c'est normal? Non, je pense que c'est vraiment important, surtout à l'heure actuelle, et les sanctions se durcissent de plus en plus, en laissant de côté l'aspect moral. Donc je pense que c'était vraiment important d'être responsable et puis de le montrer aux entreprises. Responsable, c'est juste légal en fait. Oui. Oui, mais la loi, c'est pas facile, la loi fiscale. Hein. C'est entre l'optimisation, l'évasion, etc. La différence est ténue. Oui. C'est vraiment, c'est la culture de schéma, hein, vraiment de fonctionner de manière responsable. Alors sur d'autres domaines, mais dans mon domaine, je me suis approprié ce concept et j'ai dit nous, il faut défendre vraiment les bonnes pratiques. Ok, voilà. Très bien. Je vous laisse passer à la question suivante. J'aimerais savoir si la partie juridique du programme est difficile pour un non-initié. Merci d'avance. Alors, je ne suis pas dans ce cas-là, mais je peux quand même apporter un élément de réponse, car j'ai une camarade actuellement dans ma promotion, qui n'a pas un parcours de juriste, plutôt comptable, et globalement, elle arrive à suivre, tout se passe très bien. Il y a juste par moment, par exemple pour l'exposé d'impôts locaux, nous avons une analyse de jurisprudence à faire. Et là, c'est vraiment un exercice type de juriste, analyser la jurisprudence. Et donc là, cela peut être quelque peu ardu, mais de façon générale, c'est abordable. Ok. Et c'est-à-dire que si, par exemple, si ta camarade, elle a eu du mal sur cet exercice-là, comment elle a fait? En fait, nous sommes ensemble. La jurisprudence, quand on n'a jamais fait de droit, c'est vrai que ça semble compliqué. Nous sommes ensemble, en fait. L'exposé se fait en groupe. Là, nous sommes 3. Et du coup, je suis en train de l'aider, de lui expliquer. Okay. Et elle aura sa partie.
Ok, très bien. Mais alors, justement, par rapport à l'analyse de jurisprudence, moi, ce que je dis aux juristes, moi, je ne veux pas de vos commentaires d'arrêt comme vous faites à la fac. Moi, je veux juste, vous avez une décision, qu'est-ce qu'elle dit en gros et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour le problème posé. Je ne veux pas forcément d'un commentaire, bon, il faut être précis dans ce qu'on dit, mais il faut sortir de l'académisme des études pour justement dire, cette décision, comment je peux m'en servir pour régler mon problème. Okay. Et donc, les comptables, du coup, ceux qui ont fait compta gestion, il faut qu'ils conceptualisent, mais bon, de la même façon que les juristes, il faut qu'ils travaillent les chiffres, et qu'ils soient plus concrets. Donc voilà. Donc c'est rendez-vous au milieu, quoi. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est ça, hein, la fiscalité, c'est ça. Hein. Voilà. Ok. Je vous laisse passer à la question suivante. Je vous laisse. Je suis boursier du Crous, puis-je continuer à toucher ma bourse en faisant ce MS? Alors là, je n'ai pas la réponse précisément. Ok. Il y a quelqu'un qui peut appeler chez vous? Oui. Pour ça? Il faut le service de l'école, tout à fait. Il faut se renseigner sur le site. Il n'y a pas de difficulté. Et pour aider au financement du master, quelles options on a? Alors, les contrats pro sont L'entreprise prend en charge le financement de l'école. Sinon, il y a un partenariat entre Schema et la Société Générale, si je ne m'abuse. Oui, d'autres banques, oui. Donc pour un prêt, c'est ça? Oui, pour un prêt. Oui. Et du coup, alors toi qui es en contrat pro, du coup, tu ne payes rien, zéro frais de scolarité pour le master, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes payé? Oui, je suis rémunéré aussi. 80% du SMIC? 80%. Selon l'âge, c'est 80 ou 100%, je crois. C'est un minimum, l'entreprise peut aller au-dessus, si elle le souhaite. Ok. Et donc, on le rappelle, vous avez combien de personnes en contrat pro cette année? Je dirais 60%. 60% sur une promo de 27. Oui. C'est ça. Et sinon, pour ceux qui... il y a des calendriers aussi. Les frais de scolarité peuvent être réglés éventuellement avec un calendrier... en plusieurs fois. Un échelonnement. Oui, un échelonnement. Ok. Oui. Puis après, les indemnités de stage varient, effectivement. Il y a le minimum légal et puis il y a d'autres entreprises. Enfin, des entreprises qui rémunèrent d'une manière plus significative. Oui, parce que si on n'arrive pas à avoir un contrat pro et qu'on est stagiaire, on peut se retrouver avec 450 € par mois. 500... Oui, enfin, moi, avec 50 € de plus par mois, oui, je vais payer mon loyer à Paris. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, certains ont recours à des financements bancaires, c'est vrai. Mais bon, c'est un investissement, donc juste, on espère qu'à la sortie, c'est un bon investissement aussi par le fait de pouvoir le rembourser assez rapidement. Et le salaire moyen à la sortie est établi autour de combien? Alors, les informations qu'on a, c'est de l'ordre de 43 000. En moyenne? En moyenne, voilà. Okay. Avec évidemment des différences selon les entreprises. Ok. Je vous laisse passer à la question suivante. Avez-vous déjà eu l'occasion de rencontrer des anciens du MS? Quelle portée votre réseau a-t-il? Alors, à titre personnel, pour l'instant, non, je n'ai pas rencontré physiquement des anciens du MS, mais j'ai déjà été en contact via LinkedIn ou Facebook avec des anciens. Et quelle portée votre réseau a-t-il? Je dirais qu'il est assez étendu. J'ai repris il y a peu les identifiants du compte LinkedIn du MS et j'ai pu voir les précédents échanges, les messages échangés. Et il y avait par exemple, j'ai souvenir d'un ancien qui proposait des emplois à Bruxelles en TVA. Donc, pour trouver un emploi par la suite, le réseau est quand même présent et les anciens se manifestent d'eux-mêmes pour proposer. Nous n'avons pas... des emplois ou des stages. J'ai stages encore aussi, reçu la semaine dernière un diplômé qui se manifeste et qui dit voilà, je recrute, etc. Et donc ce sont des diplômés du master spécialisé. Oui. Ce que vous dites, il a 20 ans d'existence, donc oui, c'est ça. Donc j'ai de temps en temps des coups de fil de gens. Je suis à New York, je suis responsable de taxes pour Mastercard et j'étais ravie d'avoir fait votre formation il y a X années. Oui. Donc pour moi, c'est très satisfaisant quand on a ça. Ok. Oui. Alors, ça s'émet un petit peu partout et des gens qui ont des bons postes. Alors moi, je suis ravie, c'est exactement mon objectif, moi, c'est ça. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble, donc je vais vous laisser quelques mots de conclusion si vous souhaitez ajouter quelque chose. Écoutez, moi justement, je dirais que mon objectif ou l'objectif de tous les enseignants est atteint lorsque un candidat a fait le master et à la fin, il a le boulot qu'il voulait et puis il nous appelle quelques temps après et dit voilà, j'ai ce poste-là, mais vraiment cette formation, ça m'a vraiment accéléré mon parcours et je suis vraiment, je m'éclate dans mon métier. Donc là, quand on a ça, nous, on a rempli nos objectifs. Et Vincent ? Rien à rajouter ?
rien à rajouter. Mais pour l'instant, pour la suite, je ne suis pas encore diplômé, mais je peux dire que je suis très satisfait, que je ne regrette pas mon choix. C'est toujours une appréhension au début entre ce que l'on voit sur le site et lorsque l'on y est. Et vraiment, je ne regrette rien. Je suis très heureux de pouvoir bénéficier de l'alternance, en plus dans un groupe du CAC 40, et d'être très bien formé par des professionnels, comme je le disais tout à l'heure, avec des anecdotes. C'est toujours une plus-value, et je n'en doute pas que ce MS me permettra d'atteindre mes objectifs d'avocat fiscaliste. Très bien. Et merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. À plus.